Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité sur la radio-télévision Ngoma à Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'heure est au rendez-vous de suivre votre émission préférée, l'émission que vous aimez tant, Écho des ONG sur la radio-télévision Ngoma à Kivu. Une émission qui se passe chaque week-end à partir de 10h jusqu'à 11h à la RTNK toujours. Bienvenue de partout ailleurs où vous êtes en train de suivre la RTNK en ce net moment pour savoir plus sur différentes organisations dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'émission Écho des ONG reçoit l'organisation SOS IJM, représentée bien par la personne que vous allez découvrir tout au début de cette émission. Mais avant de vous présenter l'invité avec lequel nous serons dans cette émission Écho des ONG sur la RTNK, je vais devoir vous laisser suivre les reportages qui ont marqué la semaine sur les tam-tam numériques. Question de vous actualiser de toute actualité possible par rapport à différentes organisations. Vous le savez bien que cette émission Écho des ONG donne place aux différentes organisations, ASBL, entreprises étatiques et para-étatiques, les organisations gouvernementales également, pour parler d'elles-mêmes. C'est en quelque sorte du marketing, faire en sorte que vous puissiez savoir plus sur ce qui se passe dans différentes organisations, en quoi est-ce qu'elles contribuent pour le bien-être de la population du site Kivu et celle de la ville de Bukavu. Suivez d'abord ces reportages et puis nous revenons sur ces plateaux pour la suite de cette émission. Le bureau de coordination de la société civile fustige le recul que connaît le site Kivu sur les droits de l'homme à travers la persistance des groupes armés, la pollution des climats des affaires et l'enrichissement illicite de certains individus. À cela, il ajoute la criminalité accrue en province qui laisse la population désemparée et l'exploitation illicite du bois ainsi qu'autres ressources naturelles. Adrien Zawadi, président de la société civile au site Kivu, recommande au gouvernement provincial de lutter contre l'impunité pour élever ces défis. Nous exigeons l'audit sur la perception de l'argent perçu, les litres de carburant pour le développement de la province ainsi que l'aide humanitaire des différents sinistrés. Nous exigeons l'audit et la clarification des partenariats publics-privés, surtout en ce qui concerne les entreprises Elan, Shekina, Galaxy et IGOV. Contraste l'argent payé par l'Abraliment, les sociétés minières, les paiements par Orange Money dans les recettes de la DPMR. Qu'on puisse arrêter l'expoliation des maisons et autres patrimoines de l'État et qu'on sanctionne les coupables et les complices. Qu'on lutte contre l'impunité et le clientélisme dans les services publics. Qu'on organise effectivement les élections des animateurs des institutions de l'ESU dans le respect strict des textes. Et nous exigeons la réouverture urgente des classes et les activités académiques en renforçant les mesures barrières au sein des écoles, instituts supérieurs et universités. Car il s'avère plus facile à contrôler et limiter la propagation de la pandémie dans les écoles primaires et secondaires au sein des institutions de l'ESU que dans les marchés, les bars et les salles de fête. Que l'audit soit fait par rapport à la question des aides humanitaires en province, que la population aussi doit aider l'État à bien fonctionner en remplissant ses devoirs civiques. À noter que cette conférence s'est tenue en présence des différents acteurs de la société civile au site Kivu, ainsi que les chevaliers de la plume et du micro. Ces travaux de 4 mois sur une longueur de 29 km partant de la place dite chez Amsar, passant par Birava, Mouchouchou jusqu'à Katana, vont consister à la préparation de la route, terrassement et drainage des eaux pour rendre praticable cette route de desserte agricole. Le coordonnateur provincial du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Damas Boulouboulou, fait savoir que cette route va faciliter la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes tous d'avis que la mise en œuvre du Picagel ne pourra être couronnée de succès que si chacun d'entre nous y participe et contribue à son appropriation. La réhabilitation des pistes rurales permettra de désenclaver le bassin de production pour permettre aux producteurs agricoles d'évacuer leurs produits vers les centres de consommation et améliorer ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Sud Kivu.
Le gouverneur des provinces, Théon Abidje Kassi, qui a lancé ces travaux, remercie la Banque mondiale pour ses financements et émet le vœu de voir cette route s'exécuter dans les délais et en bonne qualité. Je voudrais saisir cet instant pour rappeler, comme je viens de le dire à l'INOPS et à tous ses sous-traitants, la nécessité de bien nous produire une route de qualité et aussi de respecter les délais convenus dans le contrat, à savoir 4 mois pour la réalisation de ce ouvrage. J'invite les autorités locales ainsi que la population de s'approprier ces travaux. Signalons que ces travaux vont s'exécuter par la méthode de haute intensité des main-d'œuvre pour donner de l'emploi à la jeunesse des cabarets. À l'occasion, une visite sur les chantiers a été effectuée par la délégation pour palper des doigts l'état de délabrement de cette route. Pour le président de cette association, Didier Debalor, la création de cette structure découle du délaissement des jeunes qui se prennent en charge pour lutter contre le chômage. Ainsi, cette association s'est fixée comme objectif de contribuer à la stabilité du prix des unités et jouer l'interface entre les services de l'État et les consommateurs à travers l'encadrement des revendeurs des unités. Ces revendeurs ne bénéficient d'un quelconque traitement ou protection digne, un environnement concurrentiel, loyal, moins encore d'une équité dans la répartition de certaines rétributions car œuvra de façon singulière. À cet effet, dans le souci de juguler tant soit peu la disparité des prix produits entre parenthèses unités et cartes préparées, nous avons jugé utile et opportun de nous constituer en association dont nous nous réjouissons de lancer les activités en votre présence, donc avec l'espoir des bénéficiaires de votre accompagnement. Notre source invite les autorités provinciales à accompagner cette association pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Augustin Mutabazi déplore que plusieurs banques à Bukavu ne respectent plus le règlement qui interdit de mettre à la disposition d'un propriétaire du compte une espèce supérieure ou équivalente à 10 000 $ américains lors des transactions ou paiements en monnaie étrangère. Cet expert en économie craint même que cela ne soit la source des différentes transactions dans les marchés noirs dans la ville de Bukavu. Il demande à la population de ne retirer que de petites sommes manipulables pour s'épargner des braquages et se sécuriser soi-même. Ça veut dire quoi? Si tu veux acheter une voiture en espèces, tu veux acheter une maison, si ça dépasse 10 000 $ et que c'est payé en dollars, tu dois le faire par chèque ou par virement bancaire, c'est-à-dire compte à compte. C'est-à-dire l'argent ne circule pas. Même si tu as un compte en devise, tu vas donner ordre à ta banque de virer les 10 000 à ton fournisseur. Dès lors que l'État défend aux gens de se payer en devises entre eux au-delà de 10 000 $, ça veut dire que ipso facto, on ne doit pas retirer 10 000 $. C'est malvenu qu'un banquier donne 12 000, 15 000, 19 000 à quelqu'un. Il doit lui demander qu'est-ce que tu vas faire de cet argent. C'est vrai, c'est bien d'avoir un compte à monnaie étrangère, un compte à devise. Mais il ne faut pas retirer pour retirer. Pourquoi retirer des sommes trop importantes? Si vous avez des transactions importantes à passer, demandez à votre partenaire commercial d'ouvrir un compte, comme ça vous virez compte à compte. La Banque centrale compte plafonner à 10 000 $ américains les transactions en espèces pour réduire la dollarisation afin de donner plus de valeur à la monnaie locale. Pour rappel, un changeur des monnaies a été dépillé d'un montant équivalent à environ 19 000 $ américains et plusieurs autres matériels perdus lors du cambriolage à Nyawera la soirée du lundi 20 janvier 2021. Dans une instruction du président de la République, après sa concertation avec le Premier ministre et le comité multisectoriel tenu la fois dernière à Kinshasa, le ministre national de l'ESU, Thomas Louaka, dans une note circulaire rendue publique le 21 janvier, fait savoir que ces dispositions sont tranchées en deux pour l'année académique 2019-2020, la reprise des délibérations en attente, ainsi que l'organisation de défense des mémoires et soutenance des thèses de doctorat. Il indique aussi que seules les provinces non affectées par la COVID-19 où n'y a pas rapporté des cas au cours des 14 derniers jours peuvent organiser les sessions des examens
et la suspension continue pour les provinces touchées. En outre, pour l'année académique 2020-2021, le ministre national fait savoir que la reprise des activités reste unique pour les établissements situés dans les provinces n'ayant pas rapporté des cas au cours des 14 derniers jours et celles n'ayant pas les cas de Covid-19. Thomas Louaka appelle les institutions concernées au strict respect des mesures barrières à la Covid-19. Pour rappel, c'est depuis le mois de décembre que les activités académiques ont été arrêtées suite à la deuxième vague de la pandémie à coronavirus. Des cafés arabica en poudre emballés tout comme en liquide, des savons de toilettes Kitoko fabriqués à base du café sont exposés à l'Institut français de Bukavu. Ces produits sont fabriqués par les jeunes entrepreneurs réunis au sein de l'organisation Forum Global des jeunes entrepreneurs, GILF en sigle, explique Solange Kwinja, coordinatrice de cette organisation. Elle demande aux jeunes de se rassembler autour d'une tasse de café au lieu des boissons fortement alcoolisées. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre à la disposition de la population de la province du Sud Kivu, en particulier et de toute la République démocratique du Congo, les produits qui sont l'initiative des jeunes, notamment les cafés moulus, les cafés torréfiés et les savons à base du café et aussi les gâteaux. Nous mettons à la disposition de la population un café bio, un café qui garde encore ses arômes et sa saveur. Je les invite à nous soutenir, à acheter ces produits. Si vous consommez notre café à la tasse, si vous achetez les cafés moulus, les cafés torréfiés, si vous achetez les savons, vous allez soutenir plus de 10 000 jeunes. Cette exposition est effectuée grâce au projet Jeunes Entrepreneurs du Mois de l'Institut français de Bukavu. Selon son directeur Nicolas Farguez, ce projet vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Pendant un mois, une jeune personne dynamique, femme, homme, on a tendance à favoriser plutôt les femmes, je dois dire. Mais les hommes sont évidemment les très bienvenus. Ce qui compte, c'est la qualité de l'idée. Alors on les invite pendant un mois, à pouvoir présenter et vendre leurs produits pendant un mois pour dire aux gens, voilà, j'existe, voilà ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse? Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie ont procédé à la dégustation de ces cafés 100% congolais. Nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, pour vous présenter l'invité avec lequel on sera dans cette émission Écho des ONG sur la RTNK. Il s'agit bel et bien de l'organisation SOS IGM, représentée par quelqu'un que vous allez découvrir. Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Présentez-vous et parlez-nous un peu de l'organisation SOS IGM. Merci beaucoup. Je suis Justin Bayirwe Mutabunga. Je coordonne SOS Information Juridique Multisectorielle, SOS IJM comme un cycle. L'organisation est reconnue. C'est une organisation qui est née en milieu universitaire en 2007. Donc pratiquement nous sommes au-delà de 13 ans d'existence. Nous travaillons dans l'accès à la justice en milieu rural. Nous travaillons également dans les volets des lobbies et plaidoyers, mais aussi dans la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, bien entendu des activistes pro-démocratie aussi. C'est ça notre spécialité pour le moment. Justin Bayirwe, vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'historique des SOS IGM? Alors, nous étions bien sûr étudiants et étudiantes quand on s'était fixé l'objectif d'œuvrer dans la vulgarisation des textes et des lois. Nous nous étions rendus compte en 2005-2006, quand on était en période de stage académique, qu'il y avait un déficit criant des connaissances des droits humains ou des connaissances des différentes lois qui existent dans notre pays. Nous nous étions rendus compte aussi que le journal officiel qui est censé en tout cas publier tous les textes, il est à Kinshasa, même si aujourd'hui nous avons une antenne au Sud Kivu. Mais la langue du journal officiel, c'est le français. Et tout le monde n'a pas accès en tout cas à l'information parce que nous avons aussi un taux très élevé des analphabètes dans notre province. Alors nous nous sommes dit que comme des jeunes étudiants, nous pourrions
à ce moment-là, nous mettre ensemble et commencer à vulgariser les textes juridiques. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce n'était pas aussi un domaine très facile, la vulgarisation des textes juridiques, parce que même si vous mettez ensemble, vous vous constituez, il y a des défis qui vous attendent, les défis liés au fait qu'il faut trouver les financements pour faire fonctionner une organisation. Mais aussi, ces problèmes se posent avec acuité parce que l'État congolais ne subventionne pas les organisations. Et ce travail de vulgarisation des textes, en premier lieu, revient au gouvernement congolais qui n'en fait pas une priorité. Voilà en termes de défis, c'est à quoi nous nous sommes butés au fur et à mesure qu'on avançait. Mais nous nous sommes vite adaptés au contexte, ce qui a fait que nous nous tournions tout de suite vers la vulgarisation des droits humains, mais en utilisant une autre façon ou un autre style, en développant les cliniques juridiques qui nous permettent de sensibiliser sur l'accès à la justice, de réaliser des émissions radio, des sensibilisations, mais aussi de faciliter l'accès à la justice à travers la collaboration avec les bureaux de consultation gratuite du barreau, mais en même temps essayer de faire en sorte que toute personne qui a des problèmes, qui ne nécessite pas absolument d'aller devant un juge, puisse avoir la possibilité d'inviter l'autre avec qui ou avec lesquels ou laquelle ils sont en litige et de concourir à la résolution pacifique des conflits, ce qu'on appelle les stratégies de médiation, de résolution des conflits, ainsi de suite. C'est parmi les travaux des cliniques juridiques. Nous avons suffisamment travaillé jusqu'à ce que notre travail soit remarqué au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Ce qui fait par exemple que ce CJM a suffisamment contribué à la mise en place de la politique nationale de réforme de la justice. Cette politique nationale est un document gouvernemental qui permet aujourd'hui de reconnaître les cliniques juridiques, par exemple, parmi les mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Et ça nous permet de fonctionner sans beaucoup de difficultés. Parce qu'avant, on pouvait se retrouver dans un endroit, dans un coin, vous maintenez une clinique juridique et puis il y a les parquets, la police, je ne sais pas, les autorités locales qui viennent vous demander mais vous êtes qui? Désormais, ces structures sont reconnues par le gouvernement congolais, mais il faut préciser qu'elles ne remplacent pas les parquets. Donc la clinique juridique ne joue pas le rôle de la police, le rôle de l'autorité coutumière ou administrative, mais travaille plutôt en complémentarité. Nous avons aussi développé ces volets relatifs à la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Comme vous le savez, nous sommes parmi les provinces qui ont subi suffisamment d'exactions, qui ont perdu beaucoup de journalistes et beaucoup de défenseurs des droits humains. Et aujourd'hui, avec les volets relatifs aux activistes pro-démocratie, on sent qu'il y a tous ces besoins qui continuent à se manifester. Et nous avons décidé donc de nous inscrire dans cette logique et les résultats sont satisfaisants. Les lobbies et les plaidoyers, c'est pour influencer les politiques, faire en sorte que les contextes, l'environnement dans lequel nous évoluons puisse changer. Et ça ne peut changer qu'à travers la modification ou le vote des bonnes lois. Des lois qui mettent la personne humaine au centre de toutes les préoccupations, mais aussi les politiques gouvernementales. C'est ainsi que SOS-CJM a contribué aux côtés des autres organisations de la société civile et des médias lorsqu'il fallait voter les 10 portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Au niveau régional, nous avons appuyé d'autres pays. Nous avons suivi de près les processus du vote de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Au niveau national, c'est vrai, on n'a pas eu les textes jusque-là. Nous sommes aussi à pied d'œuvre. Donc d'emblée, je peux dire qu'on n'a pas vraiment échoué à 100% par rapport à notre mission initiale. Nous, on s'était fixé cet objectif, nous étions étudiants, mais nous avons pris aussi l'option de nous adapter facilement sur le terrain et les résultats sont satisfaisants. Mais Justin, vous venez de nous parler de l'historique et l'objectif de l'organisation SOS-CJM, mais qu'est-ce que vous visez au sein de la population de la province du Sud Kivu et celle de la ville de Bukavu pour son bien-être? Alors nous visons les changements. Les changements, il est attendu à 3 niveaux. Les niveaux individuels, les niveaux institutionnels et les niveaux communautaires. Nous avons des approches d'éducation au droit
qui voudrait à ce qu'on puisse éduquer. Éduquer, il y a plusieurs façons d'éduquer, de sensibiliser, de former, de discuter avec les autorités qui ont la capacité de décision. Mais quand vous avez réalisé des activités d'éducation au droit, vous donnez du pouvoir, vous capacitez. Et quand vous capacitez quelqu'un, rendre capable signifie donner du pouvoir. Et quand vous donnez du pouvoir, vous permettez à la personne d'avoir la possibilité de revendiquer. Mais revendiquer tout en respectant les textes juridiques, les lois du pays. Donc ne pas se retrouver en marge de la loi, sinon on se retrouve sous les coups des infractions. Et lorsqu'on a cette capacité, on peut maintenant faire changer les choses. C'est ça d'emblée ce que nous on voudrait, que tout ce qu'on réalise comme SOS-CJM puisse concourir vers un changement. Et ce changement qui doit d'abord être individuel, comme je l'ai dit, institutionnel, mais aussi communautaire. Donc nous rêvons un monde où toute personne vit dans un environnement où la dignité de la personne humaine est vraiment respectée. Et nous espérons que nous allons y arriver un jour. Monsieur Justin, vous avez parlé que vous êtes dans le secteur qui prône le respect des droits des journalistes. Ces derniers temps, à Bukavu, non seulement à Bukavu, mais au Sud Kivu, il y a certains journalistes qui se retrouvent sur le terrain, mais n'ont pas droit à l'accès à l'information suite à certains magouilles, soit politiques ou soit dans l'environnement. Il y a certaines personnes qui les tracassent. Qu'est-ce que vous faites pour que ces derniers jouent bien son rôle et qu'il informe, il édifie et il divertit bien la population du site Kivu? Il ne s'agit pas de magouille gouvernementale, il s'agit plutôt, comme vous l'avez dit, d'insuffisance d'information dans les chefs de certaines autorités. Et lorsqu'on parle d'autorités politico-administratives ou policières, militaires, on peut même commencer au niveau les plus bas. Les chefs d'avenue, les chefs de quartier, des bourgmestres, on peut arriver au niveau du gouverneur. Lorsqu'on parle de la province de Sud Kivu, on se rend compte que nous avons une catégorie d'autorité qui ne comprend pas que le droit à l'information est garanti par la Constitution. Les fonds publics viennent des contributions contribuables congolais, et donc ceux qui sont de l'autre côté sont nos représentants. Et le principe de la redevabilité voudrait à ce qu'ils nous rendent compte, qu'ils nous donnent l'information à temps réel. Nous ne devons pas prendre l'information dans la rue, et pourtant l'autorité a la possibilité de la fournir aux journalistes. Et lorsque le journaliste est obligé de chercher l'information outre mesure et de la diffuser, à ce moment-là, il y a ces autorités-là qui ne sont pas suffisamment informées sur les questions de protection des défenseurs des droits de l'homme. Surtout que le site Kivu a été les premiers, les pionniers de la mise en place de cet édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. À ce moment-là, vous êtes considéré comme un ennemi. Vous êtes assimilé à des opposants politiques. Les journalistes sont traqués, les journalistes sont malmenés, les journalistes sont harcelés. Juste par manque d'information et par manque de compréhension de la part de l'autorité, qui a surtout l'obligation de protection. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne travaillons pas à vase clos. Nous travaillons par exemple avec Mama Radio, AFEM, l'association des femmes journalistes. Vous savez qu'elle est vouée davantage sur la question de protection des journalistes actuellement. Nous travaillons avec l'organisation PPI. PPI, c'est parmi les organisations actuellement qui travaillent suffisamment sur la documentation, le monitoring des cas de violation des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Et de notre côté, nous avons aussi ensemble les médias, mais aussi les organisations de la société civile et les partenaires qui nous accompagnent comme les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme ou à Protection internationale et Centre Carter. Nous sommes réunis au sein du comité de suivi des mécanismes de protection des droits humains au Sud Kivu. Et ça nous permet chaque fois de nous mettre ensemble et d'analyser les contextes, d'identifier les dossiers saillants qui méritent un suivi approximatif. Et je sais que nous sommes parvenus à obtenir beaucoup de solutions, que ce soit en partant du plaidoyer, tout simplement, ou en accompagnant des journalistes, même sur les plans judiciaires. Parce que ça, c'est notre travail. Et lorsqu'on accepte un travail, je pense qu'il y a le principe de tolérance. Vous êtes journaliste, moi je suis du côté de la société civile, et les autres ont choisi d'être des maires de la ville, les autres sont gouverneurs. C'est comme ça, c'est un jeu de rôle. Donc il n'y a personne pour traquer l'autre, pour proférer des intimidations.
C'est juste une question de compréhension qu'il s'agit d'un partenariat qui permette à ce que tout le monde puisse réaliser ce travail communautaire, mais au finish, dans le respect, comme je l'ai dit, de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Vous œuvrez dans les secteurs juridiques ces derniers temps, dans la province du Sud Kivu, mais aussi quelque part à Bukavu, comme les récents cas et celui d'avant-hier à Panzi. Il y a des justices populaires qu'on cesse d'enregistrer dans la province et dans la ville de Bukavu. C'est hors la loi aussi. Comment est-ce que vous êtes en train de penser éradiquer ces fléaux? J'ai vu que le maire de la ville a été suspendu. Il a été suspendu de ses fonctions, on lui reproche de beaucoup de choses. Mais bon, si moi je regarde, je me dis qu'il y a des faits qui méritent l'attention de tout le monde. L'éradication de l'insécurité. Vous savez que lorsqu'on vit dans une ville éclairée, on réduit aussi en quelque sorte les tensions ou les zones d'insécurité. Alors, mais il se pose un problème, c'est que chaque fois qu'il y a des malfrats, la population décrit tous les jours le fonctionnement de notre justice. C'est vrai que la liberté, c'est la règle, la détention en est l'exception, mais chaque fois qu'il y a des malfrats qui sont arrêtés et déférés devant la justice, quelques mois après, on les retrouve encore au sein de la même communauté. Et ces gens ne cessent d'intimider. Il y a enfin des gens qui sont obligés de fuir pour dire nous ne pouvons plus vivre ici parce que nous sommes plus en insécurité, pour avoir été à la base de l'arrestation de tels, dont on reconnaît que ces activités sont criminelles. On décrit ce côté de la justice qui ne fonctionne pas correctement. Et vous savez pourquoi notre justice ne fonctionne pas correctement? C'est parce qu'elle est inféodée par beaucoup d'interférences sur le plan politique. Et puis c'est une justice qui n'a pas tous les moyens de sa politique. Mais de l'autre côté, on se rend compte que la population procède à la vengeance populaire. Moi, je ne préfère pas le concept justice populaire, même si c'est ce qui est contenu dans les dits au niveau provincial. Je préfère parler de la vengeance populaire, parce que la justice populaire devait provenir des organes attitrés à cet effet. Et en ce que je sache, la Constitution a voulu que tout ça se passe à travers les cours et tribunaux. Alors cette vengeance populaire, c'est une expression de la population pour dire « nous en avons marre, nous voulons à ce que vous puissiez améliorer les conditions de vie ». Vous voyez ce que ça veut dire? Il n'y a pas qu'à Panzi. Hier, c'était, je crois, Miti. Dernièrement, c'était Moudakam. La dernière fois, c'était Katana. On en a subi encore plusieurs cas dans la ville de Bukavu. Et je crois que ça devait interpeller l'autorité pour dire, c'est un message qu'on nous envoie. Du côté de la gouvernance, nous devons nous mettre en cause. Nous devons faire en sorte qu'on puisse travailler avec, dans le système de la police de proximité, donner tous les moyens nécessaires à la police ville pour qu'elle puisse patrouiller, mais aussi procéder à des actions d'éducation, rappeler aux policiers sa mission principale. Et je crois qu'il y a un système qui doit être développé. Nous attendons toujours que le gouverneur de province signe l'arrêté portant création du fonds qui va permettre de faire fonctionner les comités pour la sécurité locale de proximité. Mais il semble que ça fait plus d'une année qu'on attend que cet arrêté soit signé. Ce qui fait que beaucoup de partenaires ne savent pas appuyer suffisamment le fonctionnement de la police au niveau local parce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui est organisé. Et malheureusement, tous les efforts qui ont été fournis se sont avérés presque vains parce que du côté du gouvernorat, l'autorité provinciale n'a pas encore donné ce signal. Mais je crois que ce partenariat police, autorité et population doit demeurer. Et c'est dans un but commun, dans un sens qui va faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans un climat de paix et de sécurité. Merci beaucoup Justin. J'espère que SOS IJM œuvre dans plusieurs domaines d'intervention, outre les deux domaines dont vous venez de citer. On ne sait pas, c'est à vous de nous éclaircir sur cette question. Peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que nous travaillons avec les mécanismes de protection des droits humains. Au niveau national, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme. Les gens ne savent pas le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est quoi? Surtout parce que c'est lié au fait qu'au Sud Kivu, l'autorité n'a pas donné à ces mécanismes étatiques sa valeur, les moyens nécessaires pour son fonctionnement. Et pourtant, ça devait constituer un organe étatique important dans la protection des journalistes, dans la protection des Français des droits de l'homme. Et au finish, c'est tout le monde qui gagne. Travaillons aussi au niveau national, là vous sentez que c'est un mécanisme fonctionnel parce que toutes les autorités centrales ont pu s'orienter vers la Commission nationale des droits de l'homme et ça aide en quelque sorte. Parce que s'il y a une autorité qui se mécomporte par rapport à ses obligations, la Commission nationale des droits de l'homme a la possibilité
d'interpeller l'autorité, peu importe son niveau. Et je vous assure que ça donne toujours de bons résultats. Au niveau régional, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous y sommes tous les jours, nous y soumettons des rapports alternatifs. Et ça produit des résultats. Beaucoup des changements auxquels on assiste dans notre pays viennent de ces mécanismes-là, parce que la RDC en est membre. Nous interagissons avec les comités des Nations Unies, par exemple les comités contre la torture, les comités des droits de l'homme, les comités qui s'investissent dans la lutte contre l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, et les conseils des droits de l'homme par excellence. Vous y envoyez des rapports alternatifs, et nous sentons que lorsque le gouvernement congolais est examiné devant ces mécanismes, il y a toujours une suite qui vient de la société civile. Et donc les sites qui vous devez en être fiers, parce que nous avons quand même des fils et des filles qui apportent la voix de la population, un peu qui essaient de relayer ce que vous faites. C'est vrai que vous pouvez le faire sur les web, mais nous allons au niveau des instances où, entre guillemets, on juge les États. La procédure et les tout autres, ce sont les États, les pairs qui se jugent entre eux. Mais au moins, ils ont reconnu une troisième voie, la voie de la société civile. C'est à travers les rapports alternatifs qui viennent confronter les rapports gouvernementaux, mais aussi les rapports qui sont soumis par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc d'emblée, nous essayons d'apporter plus haut la voix sud-kivusienne au niveau des instances onisiennes. Et je pense que c'est un plus par rapport au travail de SOS-IJM. Merci beaucoup Justin. J'espère que quel que soit le contexte dans lequel nous vivons ces derniers temps avec la Covid-19, tout va bien au sein de l'organisation SOS-IJM et vous projetez beaucoup plus d'activités au sein de cette année, tout au long de cette année 2021, lesquelles nous voulons savoir que vous allez réaliser cette année 2021, c'est de l'organisation SOS-IJM. Oui, exactement. C'est vrai que nous sommes aussi affectés par ce contexte dû à la Covid-19. On n'en est pas vraiment épargné. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que nous avons exactement des activités qui sont planifiées. Nous voulons par exemple appuyer les combats du docteur Denis Mukwege pour l'effectivité des mécanismes de justice transitionnelle. On voudrait qu'on puisse aboutir à des circonstances où nous allons vivre aussi dans une situation de paix, où il faut maintenant développer les pays et pas continuer à investir tout l'argent qui devait être injecté dans les systèmes éducatifs, qui devait permettre à l'armée de devenir une armée de développement. Tout cet argent est plutôt injecté dans la guerre à l'Est. Mais malheureusement, c'est de l'argent qui est aussi détourné parce que plusieurs rapports ont détourné que cet argent se retrouve sur des comptes à Kinshasa. Donc nous voudrions que ces mécanismes puissent fonctionner correctement pour faire en sorte que l'État congolais recouvre, à titre d'exemple, c'est plus de 8 milliards de dollars qui attendent dans l'affaire RDC-Ouganda. Donc si nous on recouvrait 8 milliards de dollars, qu'on les éjecte à Kisangani, ça sera une ville moderne. Nous voudrions que la guerre cesse, que les présumés auteurs de crimes de masse renseignés dans les rapports mapping des Nations Unies soient traqués en justice et qu'au finish, ils s'engagent. C'est ce qu'on appelle le principe de non-répétition, qui s'engagent à ne plus continuer à alimenter la guerre à l'Est et que les pays puissent s'engager sur la voie de développement. Donc de ce côté-là, vous pouvez compter sur SOS-IJM par rapport à l'engagement de tout un chacun ou toute chacune de nous qui est épris de paix et de bonne volonté. Monsieur Justin, où peut-on localiser SOS-IJM à Bukavu, au site Kivu, en République démocratique du Congo, et quelles sont les coordonnées au contact de l'organisation? Alors, nous avons le bureau principal à Bukavu, vers la place Moulamba, c'est bien connu. Nous avons des cliniques juridiques fonctionnelles à Chirunga, à Mudaka. On va encore renforcer davantage. Nous avons un bureau de plaidoyer basé à Kinshasa. En tout cas, c'est sur le boulevard du 30 juin. Il est connu aussi. Nous couvrons 9 provinces. Nos actions touchent actuellement 9 provinces. Les sites Kivu, les Nord Kivu, l'Ituri, les Maniema, la Lomami, la Haut-Lomami, les Sidubangi et la Chopo. Et nous espérons, la Chuapa plutôt, la province de la Chuapa, ce n'est pas la province de Chopo. Et nous espérons que si tout marche bien, on sera en mesure
des données, d'apporter notre expertise dans d'autres provinces. Les contacts, c'est mon numéro de téléphone, d'autres numéros de téléphone. Ça, vous pouvez les parler pour ceux-là qui peuvent vouloir vous contacter. Oui, c'est le numéro public, c'est le 09 97 70 61 57. L'adresse mail de l'organisation c'est sosijmasbl@gmail.com. Mais toutes ces informations se trouvent sur notre site www.sos-ijm.org. Donc nous sommes une organisation ouverte et nous espérons que nous allons les demeurer jusqu'à la fin. J'espère bien, comme nous tendons vers la fin de cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma à Kivu, Justin, quel est le message que vous avez soit à la population du sud Kivu, celle de la ville de Bukavu, encore plus que les membres ou agents de l'organisation SOS-IJM qui nous suivent en ce moment? Le message, c'est de dire à tout le monde exactement que nous sommes des êtres humains. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er, prévoit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, nous avons le devoir de revendiquer que nos droits soient respectés. L'accès à l'information, pour les journalistes par exemple, les droits à la sécurité, ça c'est un droit qui doit être assuré par l'État congolais. L'accès à l'éducation, les droits aux soins, ainsi de suite. Et lorsqu'on revendique cela, on n'est pas en marge de la loi, on n'est pas hors la loi, on ne mérite pas d'être traqué. Par contre, on mérite d'être sécurisé. Donc, la défense des droits humains, il faut bien revendiquer alors. La protection, la défense des droits humains, ou les militantismes pour les activistes pro-démocratie, je prends les cas des compatriotes de la Lucha, Filini, ainsi de suite. Les militantismes, la défense des droits humains, la protection des droits humains, ce n'est pas un crime. Il suffit de les faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. De l'autre côté, l'autorité administrative, politico-judiciaire ou policière ou militaire, cette autorité-là a l'obligation de veiller sur le respect de ses droits. C'est aussi la protection de ces vaillants et vaillantes hommes et femmes qui se donnent encore le courage de défendre là où les autres ont peur. Donc nous ne méritons pas la pitié, journalistes défenseurs des droits de l'homme, nous méritons plutôt la protection. Merci beaucoup Justin Bailly, remercie d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission Écho des ONG. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin l'émission Écho des ONG que vous suivez tous les week-ends sur la radio-télévision Goma à Kivu. Une émission présentée par Eric Chokola. J'ai comme invité dans cette émission Écho des ONG Justin Bailly. Il est coordonnateur de l'organisation SOS-IJM. À la technique, nous étions accompagnés par Charmant Chifoulir, notre caméraman. Portez-vous bien, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Mesdames, Messieurs, restez fidèles pour la suite des programmes sur le tam-tam numérique. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.